Salut à tous! Je profite d'une anecdote pour vous faire une petite vidéo à l'arrache. Tout à l'heure, je suis allé faire un tour sur Facebook et j'ai vu ceci dans mon fil d'actualité. Ça m'a interpellé parce que on voit du premier coup d'œil qu'il s'agit d'un programme en assembleur 68000. On reconnaît les instructions, move.w, trap-1, ça ne fait aucun doute. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, il s'agit simplement d'un de mes amis qui a souhaité poster sur Facebook les programmes qu'il avait fait il y a des années, à l'époque où il avait appris à programmer pour 68000. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis demandé si ça marchait vraiment. Et comme vous voyez, ici, en fait, ça a provoqué un certain nombre de commentaires. Alors, plutôt que de parler dans le vide, le plus simple, c'est tout simplement d'essayer d'assembler ce programme et de voir s'il fonctionne. Alors ça tombe bien parce que ça fait des semaines que je suis en train de préparer une vidéo sur Steam et donc j'ai déjà tout ce qu'il faut à portée de main. Alors vous voyez, j'ai déjà rapatrié le programme dans DevPack. Donc il n'y a plus qu'à simplement l'assembler. Donc pour l'assembler, c'est le raccourci Shift Alt A. Alors pour pouvoir vous montrer, j'appuie sur pause, comme ça j'ai la souris de Windows, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc déjà on voit que clairement ça ne se passe pas très bien. Donc on voit déjà la ligne numéro 1, erreur instruction non reconnue en ligne 1. PA chaîne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des erreurs lignes mal construites sur la plupart des autres lignes. Alors déjà c'est assez bizarre parce que du premier coup d'œil, quand on regarde les instructions, ça semble être des instructions qui sont bien formées. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Alors là, si on n'est pas au courant, c'est un petit peu délicat. Donc je vais vous donner la solution tout de suite. Donc j'appuie sur Entrée. Et voilà ce qu'il faut remarquer. En fait, vous voyez que là, toutes les instructions sont collées complètement sur la gauche. En fait, elles commencent sur la colonne 1. D'ailleurs, c'est ce que DevPack nous affiche ici, colonne 1, il nous indique le numéro de colonne. Et en fait, le piège est là. On voit que, comme j'ai fait du copier-coller depuis Facebook, tout s'est retrouvé aligné sur la gauche. Et en fait, ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que, en fait, l'assembleur va croire que ce mot, PA, il va croire que c'est un label. Et en fait, il va croire que ça, c'est non pas l'opérande, mais il va croire que c'est l'instruction. Alors pourquoi? Dans les tutos, je vous ai expliqué que, en général, on met des labels suivis de 2 points, lorsqu'on veut vraiment utiliser un label. Sauf que ces 2 points, dans le cas de DevPack, ils sont optionnels. Et en fait, pour DevPack, si on a un mot qui commence ici, sur la première colonne, même s'il n'y a pas 2 points ici, il va considérer que c'est un label. Donc c'est ça le piège. Alors pour que DevPack considère PA comme une instruction et non pas comme un label, il suffit simplement de rajouter un espace devant. Alors on va voir ce que ça donne si j'assemble. On voit que j'ai toujours des erreurs, mais la première ligne à faire une erreur, c'est la ligne numéro 2. Donc ça veut dire que sur la ligne 1, c'est passé. Alors en pratique, ce qu'on fait en général, on met une tabulation, comme ça. Donc là, je mets des tabulations partout. Alors DevPack, c'est pas un éditeur ultra moderne, donc on ne peut pas faire ça sur toutes les lignes d'un coup. Donc je le fais sur chaque ligne. Voilà. Donc là, sans problème, DevPack va considérer que PA, c'est l'instruction, et que chaîne, c'est l'opérande. Alors pour y voir plus clair, je rajoute aussi une tabulation entre l'instruction et l'opérande. Hop, voilà. En général, on indente comme ça, mais c'est juste une histoire d'indentation, c'est juste pour faire beau, mais c'est absolument pas gênant pour l'assembleur. Voilà. Donc on a un programme qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir. Je fais à nouveau Shift Alt A, et on voit que c'est beaucoup mieux. Il y a une seule erreur, c'est sur la ligne 9, où on nous dit à nouveau instruction non reconnue. Et donc on voit que c'est un dc.b Toto. Alors de quoi s'agit-il encore? Ah ben c'est moi qui me suis trompé parce qu'en fait test c'est pas une instruction, test c'est un label.
Donc là, j'ai bien test qui est un label, dc.b qui est une pseudo-instruction, et ici, Toto qui est l'opérande. OK, Shift Alta. Ah, on voit que cette fois-ci, ça s'est amélioré. Si j'appuie sur pause, vous voyez ici, la première passe est passée, c'est-à-dire que l'assembleur a réussi à parcourir toutes les lignes sans trouver d'erreur de syntaxe. Ensuite, il passe à la deuxième passe. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, il y a un autre problème, c'est un symbole non défini en ligne 1. Ah bon, donc l'instruction c'est PA, et donc le symbole c'est chaîne. Donc j'appuie sur Entrée, chaîne, alors est-ce que ce symbole est défini? Eh bien on voit qu'il n'est pas défini parce qu'il n'y a aucun label ici qui s'appelle chaîne. Et en fait on voit qu'il y a bien un label qui s'appelle test. Et si je lis le programme rapidement, je vois que ce label test n'est référencé nulle part. Donc il y a clairement un problème ici, c'est que le nom du label n'est pas bon. Donc je l'appelle chaîne, et donc là, ça correspond. Shift Alt A, et c'est bon, là on a enfin réussi à assembler avec les deuxièmes passes. Alors est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, testons tout de suite. Alors avant d'exécuter, je vous rappelle que si par hasard il y a un pépin, l'Atari va planter, donc je vais surtout enregistrer le programme. Donc pour ça, je fais CTRL S. Non, c'est pas ça, c'est Shift Alt S pour sauver. Donc je le fais avec le menu, et je le refais pour m'entraîner avec le clavier, Shift Alt S, voilà, là ça a sauvegardé. Très bien, donc là je peux sans problème exécuter le programme que je viens d'assembler. Donc je fais Alt X, comme je vous avais expliqué. Oh là! Alors là on a vu un truc un peu bizarre, je recommence. Et j'ai vu une ligne de charabia. Donc ici je vais dans PRG, je décoche exécution sous gemme, je fais Alt X, mais il manque toujours l'attente au clavier. Alors ça, je vous avais montré comment on fait. Pour attendre au clavier, il faut appeler par exemple la fonction 8 du GEMDOS, donc move.w dièse, alors dièse. Et oui, alors ça c'est un problème très classique. Avec le clavier français, c'est impossible de taper la touche dièse dans Steam. Heureusement, il existe une solution très simple. Il s'agit des shortcuts. Donc j'appuie sur pause pour sortir la souris. Les shortcuts, c'est ici cette icône en forme d'éclair. Donc je clique dessus. En fait, les shortcuts, ça permet de définir des actions pour certaines touches du clavier. Donc je fais Add New, et en fait je vais choisir la touche à laquelle je vais affecter dièse. Donc je vais choisir le petit 2, l'exposant 2, autrement dit le carré. C'est la touche qui est juste en dessous, échappe, en haut à gauche du clavier. Donc comme on s'en sert rarement, ce sera parfait. Donc comme action, je vais choisir Type ST caractère, et ici je choisis le caractère dièse. Donc ça signifie que dès que j'appuie sur la touche carré, ça va taper un dièse. Alors attention, il y a un gros piège pour que ce raccourci clavier soit pris en compte. Ici, là, il faut cliquer sur la petite icône d'éclair, voilà, pour avoir une coche verte. Sinon, les raccourcis sont désactivés. Donc je ferme cette fenêtre, je reviens ici avec pause, j'appuie sur la touche carré, et voilà, ça marche. On voit que j'ai réussi à taper le dièse. Donc je peux continuer mon instruction, move.w dièse 7, 7 ou 8, en fait ça revient à peu près au même, -sp, ça marche pas non plus, hein. Alors oui, le tiré du 6 ne marche pas. Alors où est-ce que je vais trouver ce tiré du 6? Ouais, donc le clavier c'est toujours un problème. Donc pour le tiré du 6, même combat. Donc, eh ben, je recommence. Je fais pause, je fais shortcuts, je fais add new, et je vais, ben, si j'essaye simplement la touche 6 avec le caractère moins, voilà. Si je fais type st caractère moins, on va voir ce que ça donne. Ah ben ça marche, ben écoutez, c'est parfait.
Alors, je recommence. Move.w, dièse 8, -sp, trap, dièse 1, add q, .l, dièse 2, sp. Voilà, donc ça c'est bon. Je viens de rajouter un appel à la fonction qui permet d'attendre une touche. Donc à nouveau, j'assemble, j'exécute. Voilà, donc l'attente d'une touche a bien fonctionné, mais qu'est-ce que je vois? J'affiche à nouveau la souris avec la touche pause. Je vois qu'il y a bien Toto, qui était le texte demandé, mais derrière, il y a tout un charabia. Donc on voit que le programme fait presque ce qu'il est censé faire, mais le problème c'est qu'il y a des choses qui s'affichent après la chaîne de caractères. Donc j'appuie sur Entrée, déjà on voit que ça ne m'a pas planté l'Atari, c'est déjà beaucoup. Alors on va regarder la chaîne. Chaîne, très bien, c'est le label dc.b, Toto. Alors après il y a un even. Alors qu'est-ce que c'est que ce even? En fait, even, c'est une directive, donc ça veut dire pair en anglais. Ça veut dire que ce qu'on va mettre ici, après l'instruction even, va se trouver sur une adresse pair. Or ici, après, il n'y a strictement rien. Donc ce even ne sert strictement à rien. Donc je peux l'enlever. Le raccourci clavier pour effacer une ligne, c'est CTRL-Y. Bon, ce even ne servait à rien, mais c'était pas non plus mon problème. D'ailleurs, je vais... Ah, zut. Je vais assembler à nouveau, j'exécute. Bon, je vois que ça fait pareil, ça n'a rien changé. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une chaîne de caractères qui est affichée ici par la fonction 9, elle doit être terminée par un 0, par un caractère nul. Et là, le nul a été oublié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en mémoire, j'ai potentiellement n'importe quoi derrière. D'ailleurs, on va même aller le voir tout de suite. Si je fais Alt-D pour aller dans le débugger, je vois que ici, il y a mon programme, et à droite, il y a des données. Et donc, dans les données, je vois qu'après Toto, il y a des zéros. Donc là, c'est encore pire, parce que ça veut dire que si je l'exécute avec le débugger, vu qu'il y a un 0 derrière, en fait, j'aurai pas le bug. Donc je fais CTRL-R pour exécuter. Et là, je vois bien que ça a fonctionné comme on le souhaitait. Donc ça veut dire qu'en fait, là, on a un comportement qui est différent selon qu'on lance le programme avec Alt-X, donc si on le lance normalement, ou si on le lance avec le débugger. Donc ça, c'est encore un genre de bug à s'arracher les cheveux. Et donc là, je peux essayer à nouveau. Si je fais Alt-X ici, eh bien on voit que maintenant, il n'y a plus le bug. Pourquoi? Parce que, peut-être par hasard, mais surtout parce que je viens juste de lancer le débugger, juste derrière, il y a autre chose. Mais on voit très bien que le bug, il est toujours là. Parce que si je fais ici dc.b, par exemple Z, j'assemble, entrée, j'exécute, je vois bien que cette fois-ci, j'ai un Z qui n'a rien à faire là. Donc, je rajoute ce qui manque. Derrière, je rajoute un 0. C'est l'octet nul. J'assemble. J'exécute. Et là, c'est bon. On voit bien que ma chaîne, elle est correctement terminée avec un octet nul. Donc, c'est bon. Et le Z que j'ai rajouté juste pour vous montrer ce qui se passait, je l'efface avec CTRL-Y. J'assemble. J'exécute. Et là, c'est bon. Donc on voit que ce programme, maintenant, il s'assemble correctement, et ensuite, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est correct pour autant? Eh bien non, pas forcément. Donc on va le lire pas à pas. Qu'est-ce qu'on voit ici? PA chaîne, c'est très bien. En fait, pour mémoire, dans mon exemple, je vous avais montré move.l dièse chaîne virgule
-sp. En fait, ces deux instructions sont strictement les mêmes. En fait, si on fait move.l, l'adresse d'un label -sp, ça veut dire empiler l'adresse empiler la valeur du label. Et en fait, l'instruction PA, c'est strictement la même chose. Ça signifie push effective address. Simplement push, ça signifie qu'on va empiler l'opérande sur la pile, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du -sp. Et la particularité, c'est que effective address, ça veut dire que ça va non pas prendre ce qui est pointé par le label, mais ça va prendre l'adresse du label. Autrement dit, ça vous pouvez le retenir. Si on fait PA un label, c'est strictement la même chose que move.l dièse label-sp. Donc ça, c'est bon. Donc j'efface ce que je viens d'écrire. Et on passe à la suite. Move.w dièse 9-sp, donc ça c'est bon. C'est la fonction 9 secondws du GEMDOS, comme je vous avais montré. Trap dièse 1, c'est bon. Et ensuite, il faut corriger la pile. Donc add dièse 2 sp. Donc le plus important, c'est de savoir de combien d'octets on corrige la pile. Et déjà, ce 2, il est suspicieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvenez-vous ce que je vous avais expliqué, il faut corriger la pile du même nombre d'octets que ce qu'on a empilé. Donc ici, move.w, ça va empiler 2 octets, parce que W, ça veut dire word, ça veut dire 2 octets. Mais PA, je vous ai dit, c'est la même chose que move.l, ça va empiler un long, c'est-à-dire 4 octets. Donc si je fais la somme 4 plus 2, ça fait 6. Donc en fait, il faut que je corrige la pile de 6 octets et non pas de 2 octets. Donc là, il y a clairement un bug de correction de pile. Donc pour vérifier que je ne vous dis pas de bêtises, on va aller voir le débugger. Donc je fais Alt-D, je me retrouve dans mon ST2, le débugger. Et ce qu'on va regarder, c'est ici la valeur de la pile. Vous voyez, la pile, c'est le registre A7, et sa valeur, ça vaut F7, FF8. Et donc, je vais tracer ce programme avec CTRL-Z. Donc, on empile le label. Donc, vous voyez que le label a été remplacé par une adresse. Donc, je fais CTRL-Z. Et vous voyez que cette valeur-là, 58 F6C, elle a bien été ici empilée sur la pile. Et donc mon pointeur de pile A7, il a été décrémenté de la longueur d'un long, c'est-à-dire 4 octets. Donc j'avais F7, FF8, là on est à F7, FF4. C'est bon, on a bien la valeur à laquelle on s'attendait. Ensuite, on va empiler un mot. Alors cette fois-ci, on va être plus malin, on va faire le calcul avant. Un mot, c'est 2 octets. Donc si je soustrais 2, ça va me faire la valeur F7, FF2. Je fais CTRL-Z pour vérifier. Et on voit que c'est bon. J'ai bien la valeur que j'attendais. On voit bien mon 9 sur la pile et le label qui lui a été décalé. Bon, parfait. Ensuite, on appelle le trap dièse 1. Alors là, vu qu'on est sur l'écran du débugger, on n'a pas vu ce qui se passait. Mais pour voir l'écran standard de l'Atari, il faut appuyer sur V. On voit que Toto a bien été affiché. Je rappuie sur V. Et on voit que mon pointeur de pile, ici, il n'a pas changé. Donc souvenez-vous de ça. Quand on appelle un trap, que ce soit le GEMDOS avec trap dièse 1, ou le BIOS ou le XBIOS avec trap dièse 13 ou 14, c'est la même chose. Sur Atari ST, ça ne modifie pas le pointeur de pile. Et donc on voit que sur la pile, j'ai toujours la même valeur et j'ai toujours mes paramètres qui sont empilés. Donc, normalement, je devrais pouvoir, après l'appel, je devrais me retrouver à la valeur d'origine. Donc, je vous ai dit FF, FF8, ce qu'on avait au début. Je fais CTRL-Z. Et là, je constate le bug. On est seulement à FF, FF4, évidemment. Donc, on voit qu'on a seulement dépilé 2 octets. C'est-à-dire qu'en réalité, on a dépilé la valeur 9. Mais on a oublié de dépiler le label. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on peut constater que le programme marche quand même. Donc du coup, on peut se demander, mais à quoi ça sert de dépiler?
puisqu'on voit que ça marche quand même si on se trompe. En fait, dans notre cas, ça fonctionne. Je fais CTRL-C pour quitter. Dans notre cas, ça fonctionne parce que j'ai simplement un programme principal. Je ne suis pas dans une sous-routine. Mais en fait, si en bas, j'avais eu un appel à RTS qui fait appel à la valeur qui fait appel à l'adresse de retour qui est sur la pile, ça n'aurait pas marché parce que du coup, à cause de ce bug, on se retrouve avec une pile décalée. Donc dans mon cas, ça ne pose pas de problème d'avoir une pile qui se retrouve décalée parce que ici, on quitte le programme juste après. Donc, je corrige cette erreur. Donc je mets un 6. Alors 6. Ah, zut. Mince, comme j'ai rajouté un shortcut, je ne peux plus taper le 6. Bon, alors c'est pas grave. Je retourne dans shortcut, je désactive les shortcuts, je tape le 6. Je vais remettre le shortcut. Bon, il y a sûrement plus simple, mais bon, pour l'instant, je vais faire comme ça. add-6, _sp. Alors, on peut aussi voir que ici, là, j'ai utilisé addq.l. Et ici, on a simplement utilisé add. En fait, les deux fonctionnent très bien. Simplement, il y a une optimisation qu'on peut faire. En fait, si la valeur de l'opérande est inférieure ou égale à 8, si je me souviens bien, on peut utiliser addq. Ça veut dire add quick. Dans ce cas-là, c'est un petit peu plus rapide. L'instruction prend moins de place et elle est aussi plus rapide. Donc, si on met add, alors parfois certains assembleurs vont automatiquement, si ici la valeur est inférieure ou égale à 8, convertir add ou addq. Ici, je ne sais plus, donc on va simplement aller voir. Donc j'assemble, on va aller voir dans le debugger qui lui ne ment pas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que non, ça n'a pas été converti en addq. Alors en fait, quand la destination est un registre d'adresse, la véritable instruction, elle s'appelle ADA. Et en fait, si on écrit ADD, ça revient au même. En tout cas, c'est une instruction normale, c'est pas l'instruction rapide. Et on voit que automatiquement, l'assembleur a rajouté le point W. Alors, je fais CTRL-C. Alors, en fait, il faut savoir que pour les registres d'adresse, que ce soit les registres d'adresse ou même la pile, que l'on fasse un add.w ou .l, ça revient strictement au même. Donc moi j'ai pris l'habitude de toujours rajouter .l, tout simplement parce que l'instruction add.w n'existe pas sur Coldfire, alors que l'instruction add.l existe sur tous les processeurs. Donc on va voir ce que ça donne. Shift Alt A, Alt D, et là, qu'est-ce qu'on voit? Que là j'ai ada.l, bon ça a changé mais j'ai toujours pas de addq. Je fais CTRL-C, si je le mets explicitement, Shift Alt A, Alt D, et là, qu'est-ce que je vois? Voilà, là je vois que j'ai addq.l, donc c'est l'instruction qui est optimale. Hop, donc en fait ce add.l était tout à fait correct, simplement j'en profite pour mettre addq parce que c'est un petit peu plus optimisé. Donc cette première partie, l'appel à seconds.ws, il est correct. Ensuite, ici, l'appel à la fonction 8 pour attendre l'appui d'une touche, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc ici j'ai empilé 2 octets, je vois bien que je corrige la pile de 2 octets, donc ça c'est bon. D'ailleurs je ne sais plus si je vous ai dit qu'en fait cette fonction 8, tout comme la fonction 7, elle renvoie le code de la touche dans des zéros. Tant qu'on y est, on va aller vérifier dans le debugger si c'est bien ce qui se passe. Alors, je fais CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Alors, avant d'appuyer sur CTRL-Z sur le trap, on va aller regarder ici, qu'est-ce que j'ai dans le registre des zéros. Alors, attention, les registres, par défaut, ils sont initialisés à n'importe quoi, potentiellement. Et en fait, ce que je trouve ici, c'est des valeurs qui ont été déposées là par
par la fonction 9. Alors, je ne me souviens plus en fait ce que retourne la fonction 9. Bon, peu importe, de toute façon, c'est rien d'utile. Donc, je vois que j'ai la valeur 21 ici dans l'octet de poids faible. Si je fais CTRL Z, voilà, je me retrouve sur l'écran de l'Atari qui attend. Et donc, je vais appuyer, par exemple, sur la touche A. Sachant que comme je suis en minuscule, ça sera un A minuscule. J'appuie. OK, on revient au débugger. Et je vois que dans des zéros, dans l'octet de poids faible, j'ai la valeur 61 en hexadécimal. Et donc le débugger est sympa. Regardez ce qu'il nous affiche juste à côté. Il nous affiche un A minuscule. En fait, ceci, c'est la conversion de cet octet en ASCII. Et donc 61, c'est le code ASCII. Donc 61 en hexadécimal, c'est le code ASCII du A minuscule. Ça tombe bien, c'est la touche sur laquelle j'ai appuyé. Donc on voit bien que la fonction 8 du GEMDOS renvoie bien le code ASCII de la touche. Bon, dans mon cas, j'ai pas besoin de connaître sa valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On voit un appel à pterm0. Je vous ai dit que c'était la fonction qui permet de terminer le programme. Sauf que, qu'est-ce que je vois là? CLR.L. C'est pas bon, parce que, rappelez-vous, dans le tuto, pourquoi est-ce que je vous avais dit qu'on pouvait utiliser la fonction CLR? Parce que la fonction pterm0, elle a une particularité, c'est que son numéro de fonction est 0. Donc au lieu de faire un move.w, on peut appeler la fonction CLR. Mais rappelez-vous, les numéros de fonction du GEMDOS, ils sont sur un mot, donc c'est toujours move.w, move.w dièse 9 ici, move.w dièse 8, et ici, si on veut appeler la fonction 0, c'est CLR.w. Ça, c'est bon. Alors, vous pouvez encore me demander, mais pourquoi ça marche? Eh bien, en fait, je vais remettre l'erreur et je vais vous montrer pourquoi ça marche. J'assemble. Je débug. Alors, bon, comme je ne vais pas faire beaucoup de CTRL Z, voilà, je descends et je me mets, vous voyez, je me mets ici sur le CLR.L et je vais utiliser une fonction particulière. J'appuie sur la touche U, c'est exécute jusqu'à PC égale M2. En fait, c'est quelque chose que je fais souvent. M2, ça signifie l'adresse de début de la fenêtre 2. Autrement dit, ça veut dire exécute jusqu'à ce que la valeur du compteur programme soit ici. Entrée. Alors bien sûr, il faut que j'appuie sur une touche. Cette fois-ci, je vais appuyer sur B. On voit bien ici que c'est la touche B, c'est très bien. Et donc j'ai mon point d'arrêt ici, avant l'appel à pterm0. Je jette un coup d'œil à la pile. Je vois que la valeur de la pile, et bien forcément, c'est toujours la même, F7, FF8. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai corrigé correctement la pile précédemment. Alors là, ça ne va pas être tellement explicite, parce qu'on voit que sur la pile, j'ai que des zéros. Mais on voit qu'un peu plus loin, j'ai un 0,05. Donc je fais CTRL Z pour l'exécuter, et qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, je viens d'empiler un long nul, avec que des zéros. Là, j'ai bien tous les zéros que j'avais déjà tout à l'heure, et là, le 0,05 de tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'en fait, je viens d'empiler 4 octets sur la pile. Et donc, trap dièse 1, ça va terminer le programme. En fait, ça va marcher, pourquoi? Parce que vu que j'appelle la fonction pterm0, en fait, le GEMDOS va juste vérifier qu'il y a bien un 0 ici. Et donc, qu'il y a un 0 ici sur un mot, en fait, c'est-à-dire 2 octets. En fait, le fait que ici derrière, il y a un mot supplémentaire inutile, ben, ça ne dérange absolument pas le GEMDOS, c'est absolument pas un problème. Et donc vu que j'ai largement suffisamment de place sur ma pile, c'est pas un mot de plus ou un mot de moins, enfin, c'est pas un mot de plus qui va poser problème. Un mot de moins, ça serait une autre chose. Mais un mot de plus, c'est absolument pas un problème. Donc je fais CTRL C, je corrige avec CLR.W A7, alors qu'on mette A7 ou SP, c'est synonyme, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc là, c'est bon. Shift Alt A, j'assemble, Alt D. Bon allez, cette fois-ci, je vais refaire mes CTRL Z.
Je regarde à nouveau ma pile F7, FF8. Je laisse la souris là, pour qu'on puisse continuer à voir la valeur. F7, F6, le trap, j'appuie sur une touche. La pile n'a pas bougé. CTRL Z, la pile a sa bonne valeur. Donc là, j'empile un mot nul. Donc je vais avoir à nouveau, je fais le calcul F7, FF6. Donc c'est bon. Et donc je vois bien que sur la pile, j'ai mon mot nul. Le long nul qui est toujours empilé par défaut. Et le 0,5 qui était derrière. Et le trap dièse 1, voilà, qui est le trap dièse 1 qui termine le programme. Et ben voilà. Voilà, ben vous voyez qu'on y est arrivé. On a fini par débugger ce programme complètement. Mais comme vous voyez, sur un simple Hello World, eh ben c'est déjà pas simple de faire 0 faute. Alors ça c'est un petit peu le problème du langage assembleur, c'est que c'est très facile quand on est débutant de faire des petites erreurs, des petites coquilles qu'on ne remarque pas tout de suite. Donc vous voyez là, il y avait quelques petits problèmes de pile, mais ça n'empêchait pas le programme de fonctionner correctement. Mais tôt ou tard, des problèmes de ce genre, ça peut potentiellement écrire des valeurs erronées en mémoire, ou alors aller abîmer le système d'exploitation. Bref, ça peut poser de gros problèmes. C'est pour ça qu'en assembleur, comme dans tous les langages, mais particulièrement en assembleur, même si le programme s'assemble sans erreur de syntaxe, même s'il semble faire ce qu'on lui demande, ça ne veut pas dire que le programme est parfait. Donc ça demande quand même un certain effort d'attention. Il ne faut pas hésiter à relire plus tard ses propres programmes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de coquilles qu'on n'avait pas vues les premières fois. Voilà, bon, alors je crois que ça a été peut-être un petit peu long. En fait, je ne sais plus combien de temps ça fait que je vous parle. Mais voilà, ça vous donne un aperçu de ce que c'est que la programmation en assembleur pour de vrai, avec les bugs d'assembleur et les problèmes d'émulateur. Donc pour l'instant, je vous dis tout simplement, à bientôt. À plus, salut.